Et si on ouvrait la fenêtre en grand? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast Ouvrons la fenêtre. Je suis Sophie Noailles, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités qui nous emmènent par les chemins de traverse pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Bonjour à chacun d'entre vous qui écoutez ce podcast, ou bonsoir parce que vous êtes nombreux finalement à écouter le podcast le soir et je vous en remercie. Alors c'est inhabituel que je vous salue en début de retransmission comme ça, mais je tenais à le faire en cette période un peu particulière et un peu difficile pour tout le monde, avec peut-être cette éclaircie au bout de la semaine, en tout cas un petit peu plus de respiration pour chacun d'entre nous, pour pouvoir un peu plus sortir, s'aérer, prendre l'air et puis voir nos proches aussi, c'est important. Donc voilà, une pensée avec chacun et pour tous vos proches. Alors je reçois cette semaine Thierry Lano qui est masseur kinésithérapeute installé à Paris. Il s'est spécialisé dans le traitement des douleurs persistantes et chroniques, alors ça doit parler à pas mal d'entre vous. Et au fil de son expérience, il a fait évoluer la prise en charge de ses patients, ressentant le besoin d'une approche thérapeutique différente, plus globale, plus écoutante pour aller au-delà du simple soin d'un symptôme douloureux et comprendre comment fonctionne notre système nerveux en lien avec ces ressentis douloureux justement que l'on peut exprimer. Thierry partage son expérience à mon micro avec beaucoup d'humilité. C'est l'itinéraire qu'il a choisi pour remettre debout ceux qui viennent le trouver et je vous propose de le découvrir aujourd'hui. Bonjour Thierry. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir dans ce cabinet. Tout plaisir est pour moi. Où on ressent de la sérénité, en tout cas où on est accueilli, presque déjà accompagné. Il y a une atmosphère particulière. C'est fait pour. C'est fait pour. C'est fait pour. Alors que la rue est vide aujourd'hui, et oui. C'est vrai qu'il y a une ambiance spéciale quand même. Mais c'est plutôt agréable ce silence. Et on en a tous besoin. Thierry Lano, vous êtes masseur kinésithérapeute, posturologue? Alors, pas posturologue. J'ai une discipline qui s'appelle la reconstruction posturale. Ça a été amélioré par un ensemble de formations qui m'ont amené à développer une autre pratique où je m'intéresse plus vraiment à la posture, mais je m'intéresse beaucoup plus aux adaptations du corps. Les kinés ont repris leur travail et heureusement d'ailleurs, ils ont fait tout pour ça, ils ont tout mis en œuvre pour accueillir leurs patients dans toutes les normes sanitaires qu'on peut attendre et ça a été une joie pour vous aussi de pouvoir rouvrir votre cabinet et d'accueillir vos patients à nouveau. Oh oui. Ça change du mois de mars, ça c'est sûr. Mais 2 mois sans activité a beaucoup apporté aussi, parce qu'on peut se recentrer sur sa famille, se recentrer sur des gens que l'on apprécie, et c'est un temps pour soi, où on peut lire, on peut faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, et ça peut se poser alors beaucoup de questions, énormément de questions sur le sens de la vie, même en général. C'est le cas pour vous? Oui, me rapprocher de mes enfants, d'endosser le rôle d'enseignant, de cuisiner, de prendre le temps de cuisiner, de vaquer à des occupations que d'habitude j'aurais jamais fait. Mais si au début c'était dur parce qu'on est toujours conditionné en disant voilà, moi je fais ça de cette manière et tout d'un coup on peut plus le faire. Et on sort d'un cadre. On sort d'un cadre et bien entendu c'est désagréable, mais comme je dis dans le travail que je fais avec mes patients, c'est dans l'inconfort que l'on apprend. Un inconfort qui continue d'une certaine manière ou différemment? Disons que c'est important d'être dans une situation d'inconfort, mais il faut que cette situation d'inconfort ne dure pas dans le temps. Parce que ça fait un stress négatif. Ouais. Alors que si c'était un inconfort qui dure juste quelques jours, c'est plutôt un stress positif qui nous permet d'avancer, qui nous amène à des prises de conscience. Ce stress négatif, vous le ressentez dans les patients qui viennent vous trouver? Oui. Généralement, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui ont des douleurs qui durent depuis des années. En fait, quand on discute avec eux, quand on gratte un petit peu, on voit qu'il y a toujours quelque chose qui dure dans le temps. Pas de prise de conscience par rapport à ça. Et moi, mon rôle, c'est donner cet espace suffisant, un espace suffisant pour que la personne puisse s'exprimer et pour qu'elle prenne aussi conscience de ces choses-là. C'est un peu comme mon tableau. Hein.
finalement. Oui, un beau tableau. On prendra une photo tout à l'heure. Ouais. Thierry, c'est justement aussi cette prise de conscience que, on dit les mots à un moment donné parlent évidemment à travers le corps, les mots MAUX, Oui. avec les mots que l'on n'exprime pas. Et peut-être que quand on va voir un thérapeute, même un kiné, un masseur kinésithérapeute, les gens ont envie de parler. Alors peut-être pas tout à fait au début, mais en tout cas à un moment donné, il faut qu'ils expriment ce que le corps, justement, lui, exprimera peut-être en premier par ses douleurs qui reviennent. Disons que quand une personne vient me voir, elle va parler, mais elle va peut-être parler un peu superficiellement. Et dans le travail que je propose, on met en place une respiration de travail, donc ils ne peuvent pas parler pendant la séance. Ça les amène un peu dans une transe hypnotique avec une respiration qui est régulière, profonde. Et nous, notre but, c'est de les amener vers ça, renforcer ça. Et parfois, il y a l'émotion qui monte, il y en a qui rigolent. C'est mes préférés, ceux-là. Il y en a qui pleurent, il y en a qui se mettent en colère. Et à partir de là, il faut laisser cette émotion parler et après proposer de discuter. Est-ce que c'est possible de mettre des mots MOTS sur l'émotion qui est sortie? Et là, on est face à une discussion qui est plus profonde. On n'est plus dans la superficialité. Imposée par une sorte de rigidité, imposée par notre société. La rigidité, c'est quoi cette rigidité? C'est le fruit de notre éducation, parce qu'on a l'impression quand même qu'on est dans une société de l'émotion, où on exhibe presque tout ce qu'on ressent finalement d'une certaine manière, mais ce ne sont pas les vraies émotions qu'il y a à l'intérieur de nous. La structure caractérielle rigide, c'est un terme que j'emprunte donc à Alexander Lowen, qui était un élève de Reich, et Reich était un élève de Freud. Part du principe que, en gros, on se donne une image, enfin, on essaye de montrer une image qui n'est pas la nôtre. Et quand on vit en étant dans cette rigidité, enfin, on ne vit même pas, on est dans la non-vie. Et il faut arriver à prendre conscience de cette rigidité, essayer de casser cette rigidité pour pouvoir être en contact avec le corps, avec qui on est vraiment. C'est une prise de risque. Ah ben bien sûr. On n'a pas forcément envie d'aller voir ce qui se passe au fond de nous, d'aller gratter. On est très bien tranquille comme ça, alors que justement c'est le corps qui parle peut-être d'une certaine manière. Bien sûr. Mais c'est dans l'inconfort que l'on apprend. Et on n'entend pas forcément ces signaux. La douleur, pour moi, c'est quelque chose c'est un signal. C'est un signal. Alors après, il y a différents cas de figure. Vous avez des gens qui ont une douleur et vraiment en relation avec une lésion. Mais la plupart du temps, une douleur, c'est juste une création du système nerveux central, alors qu'il n'y a pas de lésion. C'est juste un contexte qui va faire que. Et on aura beau faire des séances, on aura beau essayer de pallier cette douleur, elle sera persistante. Elle continuera d'une manière ou d'une autre à s'exprimer. Eh bien, je pense que c'est le cas. Encore faut-il que le thérapeute accompagne la personne dans une approche humaniste, relationnelle, où on communique, où on permet à la personne de raconter son histoire, sa vraie histoire. C'est ce qui a évolué dans votre façon d'exercer votre métier, Thierry, dans la prise en charge du patient? Oui. J'ai eu la chance, dans ma carrière, je peux dire que j'ai eu 3 maîtres. Et un de mes maîtres, c'est Thierry Janssen. Donc j'ai fait son école, l'école de la présence thérapeutique, qui s'est passée sur 3 ans. 3 ans d'échange, 3 ans où on montre ce qui est cru en nous. Donc, ce qui est cru, ça veut dire que le soignant, en l'occurrence parce que vous êtes soignant, il n'y a peut-être pas que des soignants qui suivent ce parcours, mais le soignant doit, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être le processus obligé, doit se remettre en cause, doit se regarder avant de pouvoir justement soigner l'autre. Je pense que tout thérapeute au début est thérapeute pour... on veut soigner l'autre, hein, on veut soigner l'autre, on est dans le faire tout de suite, alors que finalement on se rend compte que c'est pas nous qui guérissons, c'est le patient qui guérit. Nous, on est juste un guide. Mais pour mon cas, je voulais aider l'autre, surtout pour me soigner moi-même. Et le travail sur le soi permet de comprendre que
pour donner l'espace suffisant à la personne pour aller vers la guérison, il faut changer de paradigme, essayer de pas aider soi-même, mais de vraiment aider l'autre. Mais pour ça, il faut d'abord balayer sur le pas de sa porte. Qu'est-ce que ça demande? Sans rentrer trop dans les détails, mais ça beaucoup d'inconfort. Ouais. Beaucoup d'inconfort, beaucoup de doutes. Il y a des moments où j'ai voulu arrêter mon travail de kinésithérapeute. Pourquoi arrêter? Pourquoi arrêter? Parce que c'est dur, c'est aussi une histoire de sens. Moi, je suis diplômé de 2006 en kinésithérapie. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler en tant qu'assistant. Et je me suis vite rendu compte que les gens venaient me voir, non pas parce que j'étais compétent, mais c'est parce que j'étais sympathique. Donc je me suis retrouvé à me poser la question, est-ce qu'il fallait vraiment que je continue à exercer ce métier qui finalement était vide de sens pour moi. Mais on peut être compétent et sympathique. On peut être compétent et sympathique, c'est ça. Heureusement, d'ailleurs. Exactement. Mais quand on a fait 3 ans d'études de kinésithérapie, bon, c'est passé maintenant à 4 ans, on s'attend à avoir un résultat, on s'attend à pouvoir guider les gens, et force est de constater que finalement, ce diplôme d'État, c'est juste un droit d'exercer, comme un permis de conduire. Après, c'est à nous de choisir la voiture qui convient. Et pour ça, on va faire des formations. On fait des formations. Les formations qui sont de qualité assez hétéroclite. Vous avez en France, vous avez des professionnels qui peuvent avoir la possibilité d'exercer le métier d'enseignant sans en avoir les compétences. Et demandent un montant, demandent du temps à la personne. Alors qu'il y a la transmission, c'est rien, c'est du vide. Et j'ai commencé d'ailleurs par ça, parce que finalement, quand j'ai terminé que j'ai eu mon diplôme d'État et que j'ai vu que j'étais incompétent avec mes patients, je me suis dit, il faut que je fasse une formation, et je me suis orienté vers la formation de Mézières. C'est un travail global, travail sur les chaînes musculaires. Et quand on était étudiant, on sait que ça coûte cher. Donc, on veut une formation courte, qui dure pas longtemps, donc, qui coûte pas trop cher. Donc, je me suis lancé là-dedans, et je suis tombé sur quelqu'un d'incompétent. Et d'ailleurs, on s'est un peu querellé, un peu beaucoup d'ailleurs. Et parmi les gens qui faisaient ce simulacre de formation, il y en avait un qui lisait un livre qui s'appelle « La méthode Mézières, un concept révolutionnaire » de Michael Nizan. Et il me disait, Thierry, regarde, à la fin de ce livre, il y a tout un chapitre sur la reconstruction posturale, une évolution de la méthode Mézières. Je l'ai acheté dès que je suis arrivé sur Paris. Je l'ai lu en une journée, et le lendemain, ou le soir même, je crois que c'est le soir même, je m'étais enregistré pour ce DU à Strasbourg. Ça a et été là, le j'ai déclic. rencontré un deuxième maître, Michael Nizan. C'était le déclic qui correspondait à ce besoin que vous aviez à l'intérieur de vous, d'être réellement présent et de pouvoir aider. Oui. Disons, avoir l'outil qui permet de le faire, ou une manière de voir l'autre, une autre manière de voir l'autre. La kinésithérapie, je me souviens, le premier cours, on devait apprendre le massage de la partie cuisse, et ça m'a choqué. Alors, on va faire le massage de la cuisse. Mettez du talc dans vos mains et vous allez commencer par un effleurage. Voilà. Après, vous pouvez faire un pétrissage, puis après, vous pouvez faire un palpé roulé, et après, on passe à un autre segment. La vision mécanique et organique. Exactement. Alors que ma mère m'a toujours dit avoir la pensée au bout des doigts. Et moi, je voulais ça. Je suis plus proche de l'ostéopathie, finalement, que de la kinésithérapie. Quoique, maintenant, l'ostéopathie, ce qu'on nous enseigne dans les écoles, c'est différent d'il y a 30 ans. Parce qu'il y a cette recherche de reconnaissance. Et donc, le côté intuitif, le côté
sensorielle n'existe plus. Et j'ai essayé d'ailleurs de me former en ostéopathie. Ça a tenu 8 mois. Ouais. Mais j'ai arrêté assez rapidement parce que je sentais que c'était pas ma place et que je voyais plein de choses qui n'allaient pas. Au fond, c'est ça, c'est peut-être cette conscience qui dit à un moment donné, j'ai la responsabilité de ceux qui viennent me voir entre mes mains, entre ma pensée aussi, entre cette humanité que je peux transmettre, et qu'est-ce que je peux leur donner, qu'est-ce que je peux leur apporter. C'est même pas une histoire de donner, c'est une histoire de qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme question au corps pour qu'il puisse se réveiller. Ce corps, on l'oublie parfois, de la même façon on a l'impression d'être dans une société des émotions, on a l'impression aussi d'être dans une société où le bien-être du corps a toute sa place, et pourtant ce corps, on l'oublie la plupart du temps. Il est relégué au second plan. Oui. Je pense que la société dans laquelle on vit nous donne une sorte de canon esthétique où il faut se muscler, se renforcer, se gainer parce qu'on est faible. Et ça, on a vu ça exploser en plus pendant le confinement. Exactement. Où les gens suivaient des cours de gym en vidéo, etc. Bien sûr. Pour pas perdre justement ce tonus musculaire. Bien sûr. Et on est un peu à côté de la plaque dans tout ça. Disons que ça dépend comment on le fait, pourquoi on le fait. C'est toujours le pourquoi. Moi, quand mes patients viennent me voir et je leur dis, il est important de bouger son corps, de l'éprouver. Mais juste pour quelque chose d'esthétique, est-ce que ça vaut le coup de souffrir C'était un de mes patients qui me disait, qui fait du culturisme, il me disait que en fait, il comprenait pourquoi il aimait tant ça. Parce que c'était en travaillant très fort au cours d'une séance qu'à la fin, il était obligé de se relâcher, de se détendre. C'était la seule manière qu'il avait pour se détendre. D'aller jusqu'au bout presque de sa capacité à éprouver son corps. Exactement. Ouais. C'est dans la contraction que on peut avoir du relâchement. Ça amène ces histoires de contraction, ça amène à de la rigidité. C'est surtout de la rigidité. On en revient à la rigidité. On revient toujours à ça. Exactement. Et pourtant, on a cette obligation, alors non, c'est pas forcément le mot qui convient, cette nécessité d'être dans le mouvement. Bien sûr. De garder le mouvement. Bien sûr, bien sûr. Mais on a aussi cette nécessité de prendre soin de soi et de pouvoir aussi ne rien faire sans culpabiliser. Il y a une étude, Sophie, que je trouve très intéressante. C'était sur des souris. Les scientifiques, ils ont pris trois cages de souris. La cage des souris témoins, bon ça, on s'en fiche. Et on va avoir, ils ont mis une cage A avec des souris où ils avaient mis une petite roue pour qu'ils puissent faire du sport, qu'elles puissent faire du sport à disposition. Et dans la cage B, des souris où il n'y avait pas la possibilité de faire de sport. Et ils ont injecté un produit inflammatoire à ces souris. Et ils ont fait une prise de sang pour savoir la quantité de molécules en relation avec le stress. Et ils ont mesuré donc c'est quoi le fameux cortisol, cette concentration. Et ils ont vu que les souris qui faisaient du sport avaient pas du tout de ces fameuses molécules du stress dans le sang. Et là où c'est formidable, c'est que ils ont regardé aussi le taux de récupération. Et ils ont remarqué que la récupération était meilleure quand on faisait du sport. Mais comme je vous disais, Sophie, c'est que cette roue, elle était à disposition. Et il y a des souris qui faisaient beaucoup de sport. Il y en a qui faisaient pas moyennement de sport, et il y en a qui faisaient pas beaucoup de sport. Et les scientifiques vont remarquer qu'il n'y avait pas de différence significative entre la quantité de sport que l'on faisait et les résultats qu'ils avaient. Exactement. Alors, ça a été sur les souris, ça n'a pas été fait sur l'homme, mais on peut imaginer quelque chose de similaire. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre activité sportive et moment de détente. Sans que cela devienne une contrainte. Sans que ça devienne une contrainte. Et sans aussi culpabiliser de rester tranquille dans son canapé et de mater Netflix, de lire un livre en sachant que il fallait faire une séance de sport. C'est important de déculpabiliser par rapport à ça. Qu'est-ce que ça crée dans le corps, Thierry, cette rigidité ? Quand une personne vient me voir
et que cette personne est rigide, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se ressentir. En termes de proprioception, il n'arrive pas à sentir son corps. Et en fin de séance, il le ressent beaucoup plus. Il sent les courbatures. Et là, on voit le sourire de Thierry. On le ressent. Oui, parce que moi, mon but, c'est de discuter avec le système nerveux et de faire lâcher, de lui faire comprendre, de le mettre face à ses paradoxes pour l'amener au changement. Et donc, il ou elle a conscience à un moment donné, justement, de son corps. Oui, mais au début, c'est très dur, c'est même carrément incompréhensible. Imaginons une personne qui est en position debout, si j'amène sa tête en flexion, donc je plie la tête un peu en avant, eh bien, au lieu de plier la tête en avant, il va avoir une tendance à se mettre sur la pointe des pieds, inconsciemment. Et là-dessus, moi je dis, ok, tu veux te mettre sur la pointe des pieds? Très bien, on va voir combien de temps ça va durer. Et la bipédie, c'est quelque chose qu'on a mis des milliers, des millions d'années à acquérir. Donc, pour le système nerveux, la position bipède doit être économique énergétiquement. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui embête le système au point où sa vie est en jeu, parce que ça coûte cher énergétiquement. Alors, la lutte peut durer 5, 10, 15, 20 minutes, mais au bout d'un moment, il finit par lâcher. Et d'un point de vue morphologique, il y a des choses qui changent, mais d'un point de vue de la mobilité, c'est nettement mieux. Et on se sent soulagé dans ces cas-là. Alors ce soulagement, dans mon travail, ça peut attendre 24, 48 heures, comme ça peut attendre une semaine. On peut avoir des douleurs pendant quelques jours, c'est totalement possible, ou avoir un soulagement direct. On a vraiment de tout. Il faut laisser le temps au corps de recevoir. La notion de temps est très importante, notamment chez la personne qui a une structure caractérielle rigide. Le temps. Se donner le temps. Mais avoir conscience qu'on a un corps, ou qu'on est plutôt un corps d'ailleurs. Oui. Il y a cette différence, hein, on a un corps, on entend souvent ça, et alors je sais pas, on est un corps, on habite un corps. On habite son corps. Son corps. On habite son corps. Qui est composé de différentes parties, mais ces différentes parties sont reliées les unes aux autres. Il ne faut pas avoir une vision analytique, mais une vision plutôt globale. C'est ce qui change tout dans la prise en charge d'un thérapeute, c'est cette prise en charge globale, même si, voilà, j'imagine bien que le masseur kinésithérapeute ne peut pas tout, mais et c'est pas son rôle d'être aussi psychothérapeute bien ou entendu. Autre, mais il y a cette prise en charge globale qui est importante quand même. Bien sûr, mais je pense que on n'a pas besoin d'être psychologue pour donner de l'espace à la personne, que la personne puisse parler de son histoire. On peut poser des questions. Ça coûte rien. L'important, c'est d'être présent, ancré et être juste. De toute façon, lorsqu'on est ancré, on ne peut que être juste. Ça veut dire quoi, ancré? La question piège. On est dans la communication thérapeutique. L'ancrage, exactement. La communication thérapeutique. L'ancrage, c'est arriver à se poser, c'est arriver à ne pas penser ni au passé ni au futur, être vraiment avec la personne, en présence. C'est ça l'ancrage. En présence. Ouais. En présence. Être là. Exactement. Sans présence, il n'y a pas de relation. Et ça a changé énormément dans la façon dont vous prenez en charge vos patients maintenant. Oui. Est-ce que certains s'en rendent compte? Peut-être que vous suivez certains depuis plusieurs années. Alors, j'espère pas pour eux quand même, parce que normalement, c'est bon. Mais est-ce que certains ont apprécié l'évolution? Alors dans ma patientèle, je ne vois pas beaucoup de personnes qui viennent régulièrement sur des années, mais je vois de manière sporadique une personne qui me disait que j'avais énormément changé et qu'il sentait sur son corps et qu'il sentait de mieux en mieux. C'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage. C'est gratifiant parce qu'on a quand même besoin et on pense à tous les soignants là qui donnent évidemment beaucoup de leur temps, de leur personne. On pense bien à eux, c'est vrai. Oui. Et c'est important d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude quelque part. L'histoire de la reconnaissance. En fait, pour ma part, on est dopé à ça, à de la reconnaissance. Après, ça ne doit pas être un but en soi d'avoir de la reconnaissance. Mais quand ça arrive, ça apporte de la joie. Bien entendu. Après, il faut faire attention à son ego qui revient, qui dit « Ah, je suis bon, je suis fort ».
Mais non, faut accepter, j'accepte, et j'accepte de plus en plus. Mais l'ego revient comme des vagues qui s'écrasent sur une digue. On est humain, Thierry. On reste humain. C'est vrai. Puis on n'est pas obligé toujours d'aller bien entendu, bien, de ressentir les choses positivement toujours. Bien entendu. Pour ma part, il y a des moments où je me sens pas bien, des moments où je me sens bien, et sans mal, il n'y a pas de bien, et sans bien, il n'y a pas de mal. Et c'est dans ces moments où on se sent pas bien qu'on apprend le plus. Comme je le disais, on revient toujours à cette notion d'inconfort. Qui nous amène à ces prises de conscience. Qu'il faut pouvoir accueillir. Exactement. Thierry, en cette période de confinement, beaucoup se posent la question des conseils, et je pense à votre site Dos et Posture, parce que c'est vrai qu'on peut y trouver beaucoup de vidéos, et c'est fort utile quand on n'a pas forcément l'occasion de retourner voir son kiné. Avec ce confinement et le télétravail, il y a énormément de demandes, il y a énormément de personnes aussi qui n'ont pas forcément le matériel adapté, les fauteuils adaptés, qui se retrouvent sur une chaise de cuisine, enfin... Je ne vais pas vous apprendre ça. Oui. Et donc, c'est vrai qu'avec ces vidéos-là qui peuvent bien nous aider, c'est chouette d'avoir fait ça. C'était aussi une volonté de pouvoir aider autrement, virtuellement. Dans un premier temps, le site internet que j'ai fait, Dos et Posture, c'était pour faciliter pour amener à une perspective positive dans un traitement. Comprendre comment fonctionne le travail que l'on fait, la méthode. Bien expliqué. Ok, ça c'est bien. Voir la personne bouger dans les vidéos, c'est super important, parce que juste un coup de fil ou un mail, on n'a pas beaucoup d'informations. Et que vous soyez vous-même, en fin de compte, dans la position du patient, finalement. On vous voit faire l'exercice. Bien sûr. Ce qui était intéressant et important. Bien sûr. Et expliquer comment fonctionne la douleur et tout ça, c'est quelque chose de fondamental pour la personne qui est en recherche de sens par rapport à pourquoi ils ont mal. Et dans les séances que je fais ici, je me suis dit, voilà, il faut que je gagne du temps pour pouvoir parler avec la personne, pour pouvoir travailler comme je l'entends. Mais si à la fin de la séance, la personne me dit « mais qu'est-ce que je peux faire comme exercice ?» Vous lui dites « ah, j'ai pas trop le temps parce que j'ai le patient d'après. » Et là-dessus m'est venue l'idée de faire des vidéos où j'explique des mouvements, des mobilisations, des choses qui sortent de l'ordinaire, que l'on ne retrouve pas sur YouTube. Parce que sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de choses. Pas forcément bonne. Et j'ai essayé de me mettre en effet à la place du patient qui pose des questions. Avant chaque vidéo, j'avais fait une mind map, une carte mentale pour expliquer bien comme il faut. Donc c'est très simple et très pédagogique et en même temps très utile. Et j'ai bien rangé les vidéos par thématique et tout donc ça. Si on a, je ne sais pas, on a l'impression d'avoir une sciatique ou une cruralgie ou mal au cou. Il y a quelques vidéos. Il y a quelques vidéos bien utiles. Après, j'en referai d'autres, ça prend du temps, mais c'est quelque chose de créatif et j'adore ce côté créatif. Oui, ça fait partie aussi de différentes facettes. Ouais. Et une partie aussi réservée à la douleur, notamment à l'explication, ou en tout cas des points de réflexion par rapport à la douleur. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de professionnels de santé ne connaissent pas la douleur telle qui sont expliquées par les neurosciences dans les dernières recherches. On pense que, par exemple, lorsqu'on a mal au dos, il faut faire une imagerie, une radio, et que cette radio va déterminer le problème. Et à partir de là, on va faire des infiltrations, on va faire de la kiné, de l'ostéopathie, voire même se faire opérer. Mais force est de constater que dans 95% des cas, il n'y a pas de lien entre une douleur de bas du dos et ce qu'on voit à l'imagerie. D'ailleurs, faites une imagerie à vos amis, vos parents, vous allez toujours trouver quelque chose. Toujours. Une hernie, une protrusion, un bombement discal, de l'arthrose. Mais ces personnes n'ont pas forcément mal. Et même ces imageries vont avoir plus une tendance à faire ce qu'on appelle un effet nocebo. Alors l'effet nocebo, c'est l'inverse de placebo. C'est quelque chose qui va augmenter l'intensité de la douleur ou même la faire durer dans le temps. Et là, je peux citer une de mes patientes qui en est un exemple, le parfait exemple. Elle avait une douleur qui allait, qui venait au niveau de son omoplate.
Et son médecin lui a demandé de faire une imagerie. Et quand elle a lu le compte-rendu où il y avait marqué dégénérescence discale, la douleur est devenue permanente et a augmenté en intensité. Ce qui fait que notre cerveau, il faut comprendre pourquoi cette dame en est arrivée là. Donc, Thierry, il faut tourner le volant dans l'autre sens. Disons qu'il faut comprendre, la première étape pour guérir, c'est comprendre comment fonctionne notre système nerveux. Et notre système nerveux fonctionne de la manière suivante. Je vais faire une synthèse. Dans votre corps, vous avez plein de capteurs, mais des capteurs de danger. Ces capteurs de danger sont internes ou au niveau de l'épiderme, au niveau du muscle, au niveau des organes. Et ces capteurs envoient à tout instant un signal sous la forme d'impulsion électrique jusqu'à notre cerveau. Et notre cerveau, il va devoir savoir si le danger est réel pour notre corps. Et pour ça, il va prendre en compte le contexte, il va prendre en compte l'historique d'expérience. Et ça peut entraîner des choses très intéressantes. Par exemple, prenons le cas de cette dame qui a vu ce compte-rendu de radiologie. Qu'est-ce que le cerveau a compris ? Oh là, dégénérescence discale, c'est dangereux. Ben tiens, je vais augmenter la douleur. Comme ça, on ne bouge pas la zone, parce que ça risque de casser, ça risque de s'empirer. Le cerveau est quelque chose de magnifique. Imaginons maintenant, Sophie, que vous soulevez une boîte et que vous bloquez le dos. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. Que vous êtes un vendredi matin, que vous écoutiez de la musique, genre Elvis Presley, tiens, pourquoi pas. Peut-être, oui. Et qu'il pleuvait, ouais. Et que, donc en soulevant cette boîte, vous bloquez le dos. 2 ans plus tard, si vous êtes le vendredi matin et qu'il pleut et que, comme par hasard, il y a la musique d'Elvis Presley qui passe à la radio, ben un comportement de peur peut se déclencher, même de la douleur, une augmentation de tension musculaire. Parce que votre cerveau, il n'oublie jamais ce qui se passe à côté. Ça veut dire que notre système nerveux, couplé à notre corps, a cette mémoire. Il enregistre tout. Ouais. Et il enregistre tout, même quand vous voyez un thérapeute et que vous avez une expérience négative et que ce thérapeute avait un mur marron et des chaises en plastique, plusieurs années passent. Si vous allez voir un autre thérapeute qui a un mur marron et des chaises en plastique, vous êtes déjà dans une perspective négative dans un traitement. Mais ça, vous le savez pas, c'est inconscient. C'est pour ça que ici, dans mon cabinet, tout est construit de telle manière à ce que ça soit différent. Alors, est-ce qu'il faut être aidé ? Et on terminera peut-être là-dessus, Thierry. Comment faire dans ces cas-là, quand on ressent une douleur et qu'on essaye de la comprendre? Déjà, je disais tout à l'heure, il faut tourner le volant dans le sens inverse. Parce que j'ai vu une petite vidéo sur votre... Enfin, oui, un petit schéma. Il y a un petit schéma de volant, en effet. Ouais. Le volant du cercle vicieux de la douleur où, lorsqu'on a mal, on va avoir une tendance à moins bouger, à diminuer notre activité sociale, diminuer notre activité physique, et on a une perspective négative par rapport à l'avenir. Et la boucle est bouclée, ça augmente la douleur, et ainsi de suite. Et à côté de ce cercle vicieux, il y a un cercle vertueux. J'ai un peu moins mal, super, je peux faire un peu plus de choses. Je peux voir un peu plus mes amis, je peux faire un peu plus d'activité physique, je vois de manière positive mon avenir un peu mieux, et la boucle est bouclée. Et pour arriver à ça, il faut donc comprendre comment ça fonctionne et être bien accompagné. Oui, le tout est d'être bien accompagné. Ah bah oui, c'est toujours la même chose. Il faut accepter d'être accompagné. Il faut accepter d'être accompagné, bien sûr. Après, il y a des gens qui préfèrent continuer à avoir mal, à souffrir, et parce qu'ils ne sont pas encore prêts à être accompagnés. Mais c'est leur choix. C'est leur choix. Alors, derrière vous, Thierry, il y a la fenêtre qui donne sur une belle façade ensoleillée. Et si on ouvre cette fenêtre, qu'est-ce qu'on y verrait ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez y voir, Thierry ? Plus d'ancrage, plus de présence et un peu plus de douceur envers soi-même. Pour être plus doux envers les autres ? Oui, mais c'est pas un objectif en soi d'être plus doux envers les autres. Le premier objectif, c'est d'abord soi-même. C'est mon 3e maître, le dernier, c'est Shofu Tomintan. Shofu, ça veut dire père enseignant. Un jour, je faisais un stage avec lui et lors du déjeuner, je sers de l'eau à tout le monde et il me regarde faire. Quand j'ai servi tout le monde, je n'avais pas assez d'eau dans la carafe pour me servir. Et là, il me dit, tu vois, Li, qui veut dire préférable de cesser. C'est marrant, hein.
Il me dit, tu vois, si tu avais commencé par toi, ça aurait été mieux. D'abord s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper des autres. Il ne faut pas s'effacer pour l'autre. Il faut d'abord prendre soin de qui on est, d'être en contact avec qui on est. Et notre communication, notre relation avec l'autre est beaucoup plus pure, beaucoup plus intense, beaucoup plus juste. Eh bien, on va retenir ça de façon précieuse. Thierry, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci Sophie. Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du podcast ouvronslafenêtre.fr. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas, surtout, ça me permet de progresser. Et puis ça me donne des idées aussi d'autres invités. Et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent. Donc voilà, le cercle s'élargit. Ouvrons la fenêtre, vous le savez, c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Sans les auditeurs, ce podcast ne serait rien. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast, parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche. Voilà, vous savez tout. Merci à tous. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent le plus. Alors merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien.